Bonjour à tous, mes chers collègues. Avant de passer à notre ordre du jour, je vous propose de faire le point et de vous indiquer que la semaine prochaine, nous ferons notre dernière réunion pour notre session. Elle se tiendra en salle Lamartine et nous nous réunissons le mercredi 19 à 17h. Et c'est une réunion qui sera consacrée au thème de l'aide publique au développement. Et nous aurons deux temps. Le premier temps, ce sera l'audition de Marie-Hélène Loison, qui est directrice générale adjointe de l'Agence française de développement, pour donc une audition à 17h. Et nous suivrons par l'audition de la secrétaire d'État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux avec Madame Chrysoula Zakharopoulou. Oui. Ce sera évidemment pour traiter de la progression des droits des femmes dans le monde à travers ces deux auditions. Je vous invite à venir nombreux et nombreuses pour voir cette audition. Nous en arrivons maintenant à notre ordre du jour et nous examinons aujourd'hui le rapport d'information de nos collègues, Mesdames Pascale Martin et Anne-Cécile Violent, sur la santé mentale des femmes. Il s'agit d'un sujet d'une importance cruciale pour la société, mais trop rarement envisagé dans sa globalité. C'est ce que vous avez souhaité faire, tant sur la sphère médicale que par les politiques publiques. Donc, à l'issue de la présentation, je céderai la parole à nos orateurs et oratrices de groupe, et puis nous laisserons les questions pour ceux qui souhaitent s'exprimer. Mesdames les rapporteurs, vous avez la parole. Je vous laisse vous organiser. Merci Madame la Présidente, merci chers collègues d'avoir franchi les barrages des différents travaux. Comme vous l'avez indiqué Madame la Présidente, nous avons choisi l'angle de la santé mentale, sachant qu'au départ, la délégation nous avait confié la charge d'un rapport sur la santé des femmes. Et le sujet étant tellement vaste, avec Anne-Cécile Violent, nous avons décidé de le recentrer sur la santé mentale des femmes. Et c'est un sujet ô combien important qui nous a demandé, évidemment, comme à l'habitude, de nombreuses audiences. Il revêt une importance cruciale pour le bien-être et l'équilibre des femmes et au-delà pour la société tout entière, parce qu'on le verra un peu plus tard, le coût pour la société n'est pas à négliger et nous pensons toutes les deux que les actions de prévention et d'information pourraient peut-être faire baisser ce coût et on sait combien nous sommes toutes et tous attachés à faire des économies. Donc c'était essentiel pour nous de parler de ce sujet trop souvent passé sous silence et qui n'apparaît pas toujours comme une priorité, que ce soit dans l'opinion publique, auprès des professionnels de santé et des pouvoirs publics. De multiples facteurs contribuent à la détérioration de la santé mentale des femmes et il est impératif de susciter une prise de conscience et une mobilisation à ce sujet. Donc pour rédiger ce rapport, comme je vous le disais, nous avons auditionné des personnalités venues d'horizons divers, des représentants institutionnels, des psychiatres, des addictologues, des gynécologues, des sages-femmes, des psychologues, des sociologues, des responsables d'associations, et j'en oublie sans doute encore un peu, lesquels nous ont apporté une contribution précieuse. L'état des lieux que nous avons établi nous a permis d'identifier les failles principales du dispositif de dépistage et de prise en charge des femmes en situation de détresse psychique, ainsi que les situations les plus à risque pour leur santé mentale. Ce constat nous a amené à élaborer un ensemble de 26 recommandations comportant à la fois des mesures concrètes pouvant être mises en œuvre rapidement et des mesures destinées à se déployer sur le moyen et le long terme, afin d'améliorer significativement la santé mentale des femmes pour que plus aucune d'entre elles ne se sente abandonnée. La définition couramment retenue, puisque nous avons eu un débat au début de notre travail sur santé psychique ou santé mentale, donc on a pris l'option de s'appuyer sur la définition de l'OMS de la santé mentale, qui est la suivante: un état de bien-être qui permet à chacun et chacune de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté.
vaste programme. Et on voit bien qu'au cours de nos vies, on peut avoir à certains moments des difficultés pour être dans ce complet état de bien-être. Or, la situation en France, mais notre pays ne fait pas exception, est loin d'être satisfaisante dans ce domaine. Révélateur de ces difficultés, les troubles mentaux constituent le premier poste de dépense du régime général de l'assurance maladie par pathologie. Le premier poste avant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Soit, je le disais au préalable, 23,4 milliards d'euros par an. Donc c'est une dépense énorme qui, je le redis, pourrait sans doute être diminuée. En France, les maladies psychiatriques associées à l'ensemble des traitements chroniques par psychotropes, dont les anxiolytiques et les hypnotiques, représentent 14% des dépenses totales. Les premiers interlocuteurs, et parfois les seuls, des personnes demandant de l'aide du fait de difficultés psychiques sont les médecins généralistes qui n'ont pas toujours la formation, et ils nous l'ont dit, ni le temps nécessaire pour une prise en charge autre que médicamenteuse, laquelle peut ne pas être adaptée aux difficultés rencontrées. Les femmes sont souvent en première ligne du bataillon des personnes confrontées à des difficultés psychiques. Ainsi, on observe 2 fois plus de troubles dépressifs et 3 fois plus de troubles anxieux chez les femmes que chez les hommes. Cette situation, on le sait tous, mais c'est bien encore une fois de le souligner, a été aggravée par la crise sanitaire qui s'est traduite par une forte augmentation des troubles psychiques chez les jeunes, en tout premier lieu chez les jeunes filles, avec une augmentation préoccupante des tentatives de suicide. Les femmes n'ont guère été épargnées également, soit qu'elles fassent partie des professions les plus exposées, les personnes essentielles, comme elles ont été nommées, les infirmières, les aides-soignantes, les caissières et bien d'autres métiers encore, soit en raison des conditions de télétravail où elles ont dû faire face à la fois à leurs obligations professionnelles et à la charge accrue de l'éducation des enfants et des tâches domestiques, la fameuse charge mentale. Il apparaît donc urgent de mieux prendre en compte la santé mentale des femmes, ce qui implique tout d'abord d'adapter la prise en charge à leurs besoins propres, lesquels ne sont pas identiques à ceux des hommes. Merci Pascal. Je poursuis donc effectivement sur la différence, sur vraiment les spécificités et des spécificités qui sont insuffisamment prises en compte. En effet, la santé mentale des femmes ne présente pas exactement les mêmes caractéristiques que celles des hommes. La méconnaissance ou la non prise en compte des spécificités féminines en matière de santé mentale conduit à une prise en charge inadaptée et insuffisante des femmes lorsqu'elles se trouvent en situation de souffrance psychique. La façon dont le système de santé perçoit les femmes influence grandement le type et la formulation du diagnostic, ainsi que les modalités de prise en charge, particulièrement en matière de santé mentale. Les professionnels, cliniciens et chercheurs, femmes comme hommes, participent à ce système inégalitaire par leur représentation liée au genre. Alors qu'il est bien établi qu'hommes et femmes présentent des particularités biologiques dont la recherche médicale et pharmacologique doit tenir compte, de nombreuses études sont effectuées avec un échantillon uniquement masculin ou sont publiées sans préciser l'effet du sexe sur leurs résultats. C'est quelque chose qui a été beaucoup développé par les médecins. Et alors même que ces médecins qui s'enquèrent du sujet essayent de faire avancer cette recherche en tenant compte justement du genre, pour l'instant, on n'en est pas là. Ainsi, à travers la littérature scientifique, c'est souvent le sexe et le genre masculin qui servent de référence pour les soins des femmes. Alors qu'on sait très bien, encore une fois, que les femmes ne vont pas forcément métaboliser de la même manière les traitements. C'est pourquoi nous préconisons de mettre l'accent sur les spécificités propres aux femmes dans la formation initiale et continue des professionnels de santé, afin de lutter contre les préjugés liés au genre dans le système de santé, notamment s'agissant de la santé mentale. Il nous apparaît également nécessaire d'introduire une perspective sensible au sexe dans les essais cliniques médicamenteux chez l'humain comme chez l'animal. S'agissant des caractéristiques propres aux femmes en matière de santé mentale, il est indéniable que la charge mentale supportée par les femmes est particulièrement lourde, du fait des multiples injonctions sociales qui pèsent sur elles, rendant leur quotidien difficile et fragilisant ainsi leur santé mentale. Le dévouement envers les enfants, le conjoint, la famille, notamment les ascendants, les autres
et notamment on peut parler des métiers du care qui sont essentiellement féminins, les conduit à s'effacer, à s'oublier, en faisant passer le bien-être de tous ceux qui les entourent avant leurs propres besoins. Elles se sentent tenues de réussir à la fois leur carrière professionnelle, leur vie de femme, d'épouse et de mère. Cette tension constante, source d'épuisement, obère indéniablement le bien-être et l'équilibre psychologique des femmes et peut déboucher sur des troubles psychiques avérés ainsi que des addictions. Afin de faire évoluer les mentalités, il paraît urgent de mener des campagnes d'information et de sensibilisation en milieu scolaire, dans les services publics, dans les médias, pour lutter contre les stéréotypes de genre relatifs à la répartition des rôles entre les femmes et les hommes et d'inclure cette dimension dans l'ensemble des programmes de formation. Des changements de mentalité passant par un nécessaire travail éducatif commencé dès le plus jeune âge, une adaptation de l'organisation du travail tenant compte des spécificités des femmes, ainsi que des infrastructures renforcées, notamment en matière de garde d'enfants, sont indispensables pour permettre aux femmes de mieux concilier vie familiale, vie professionnelle, qui est véritablement un gage incontournable de leur santé mentale. On a pu repérer, grâce aux différentes personnes auditionnées, des périodes plus particulièrement vulnérables dans la vie des femmes. Nous avons fait le constat qu'il existe des périodes qui nécessitent de fait un meilleur accompagnement. En effet, les femmes franchissent des caps dans l'existence qui sont beaucoup plus marqués que pour les hommes, où causes physiologiques ainsi qu'attendues et idées reçues de la société s'entremêlent pour en faire des périodes de grands bouleversements qui fragilisent la santé mentale des femmes. En premier lieu, l'adolescence. Elle constitue un moment de construction délicat pour les filles. En matière de santé mentale, les adolescentes sont en plus grande souffrance que les garçons. En France, des adolescents et des enfants, particulièrement des très jeunes filles, meurent de souffrances psychiques par manque de soins et de prise en compte sociétale. Chez les filles de moins de 15 ans, Santé publique France a observé en 2021 une augmentation de 40% sur les admissions aux urgences pour tentative de suicide par rapport aux 3 années précédentes. Idem du côté des jeunes femmes entre 15 et 29 ans, avec une augmentation de 22% des gestes suicidaires en 2021, contre seulement 1% chez les garçons. On observe un manque d'estime de soi omniprésent chez les adolescentes d'aujourd'hui, en lien avec les réseaux sociaux et l'exposition permanente au jugement d'autrui, avec des modèles artificiels et inatteignables. Il apparaît donc urgent de mener des actions éducatives et des campagnes d'information régulières afin de renforcer l'estime de soi des filles, en leur permettant de s'affranchir des diktats des réseaux sociaux, tout particulièrement en matière d'apparence physique. Force est de constater que l'éducation représente un enjeu majeur pour la santé mentale des femmes et qu'elle est déterminante pour leur avenir. En effet, les conditions de vie pèsent un poids considérable sur le bien-être et l'équilibre des femmes. La faiblesse des ressources et la précarité contribuent aussi à dégrader leur santé mentale. Les inégalités salariales persistantes entre les femmes et les hommes et le fait que les femmes se concentrent dans les professions les plus faiblement rémunérées nécessitent absolument d'agir en amont. Au niveau scolaire, il faut agir pour déconstruire les stéréotypes de genre en matière d'orientation, redonner confiance aux filles et les inciter à se diriger vers les secteurs d'avenir, à commencer par les métiers scientifiques et techniques vers lesquels elles hésitent malheureusement trop souvent à se diriger. Un autre temps, c'est la maternité. Elle constitue également un moment crucial pour les femmes et leurs enfants. En effet, la naissance d'un enfant, qui est souvent présenté comme l'événement le plus heureux d'une vie, constitue un véritable bouleversement de la vie quotidienne et qui peut être totalement confrontant et très difficile à vivre. À cet égard, l'enquête nationale périnatale 2021 fait ressortir que 17% des femmes déclarent que la période écoulée entre la naissance et les 2 mois après l'accouchement a été ressentie comme difficile ou très difficile. La réalité du postpartum et de la parentalité est en fait souvent moins idéale que dans les représentations sociales. La persistance de troubles du postpartum peut avoir des conséquences sur le comportement de la mère face aux besoins de l'enfant, le lien d'attachement entre la mère et l'enfant et sur le développement de ce dernier.
Nous recommandons donc de faire de la lutte contre la dépression du postpartum une priorité de santé publique, en systématisant l'information des mères pendant la grossesse, en mettant en place des grilles d'évaluation en prénatal comme en postnatal, en assurant un accompagnement renforcé des mères en postnatal, tant sur le plan matériel que psychologique, en renforçant les moyens et le personnel, présence de psychologues et d'addictologues, des services de protection maternelle infantile. Par ailleurs, la souffrance psychique engendrée par les fausses couches, les interruptions médicales de grossesse et les décès précoces est trop souvent ignorée et insuffisamment prise en charge. C'est pourquoi nous préconisons d'intégrer l'enseignement de l'accompagnement au deuil périnatal dans toutes les formations liées aux soins et de développer les unités de soins apportant une attention particulière à la prise en charge du deuil périnatal dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire. Il est également nécessaire de demander une campagne d'information nationale sur les fausses couches et le deuil périnatal. Autre période de fragilité dans la vie des femmes, toute la période de la ménopause qui constitue une étape de transformation engendrant un sentiment de perte et d'effacement qu'il convient de combattre. Les stéréotypes qui entourent l'arrêt de la fonction reproductive féminine laissent penser que les femmes ne sont plus vraiment femmes à partir du moment où elles ne peuvent plus donner la vie. Il apparaît donc extrêmement important de pouvoir renforcer le suivi psychologique et médical des femmes au moment de cette transition qui n'est pas toujours bien vécue. Il conviendrait ainsi de mettre à profit la consultation de prévention à 45 ans, mise en place dans le cadre des 3 consultations de prévention aux âges clés de la vie, pour délivrer des informations et répondre aux questions des femmes sur la ménopause et d'améliorer le remboursement des traitements hormonaux de la ménopause par la sécurité sociale. D'une manière plus globale, afin de mieux soutenir les femmes dans ces moments de vulnérabilité qu'elles traversent au cours de leur existence, nous sommes très très attachés à la mise en œuvre d'une campagne nationale en remboursant une consultation psychologique permettant d'évaluer le risque de souffrance morale aux âges clés de la vie. À cet effet, il conviendrait d'élaborer un canevas de consultation type avec un questionnaire systématique qui permettrait de diagnostiquer, d'évaluer les problématiques de dépression, comme celle des violences faites aux femmes, qui pourraient servir de support aux médecins généralistes, aux médecins du travail, aux spécialistes et aux sages-femmes. Par ailleurs, il nous est apparu que des facteurs environnementaux dégradant la santé mentale des femmes au fil des auditions et notamment de 2 tables rondes organisées sur les violences et la santé mentale des femmes, de même que sur les addictions et la santé mentale des femmes, que celles-ci étaient étroitement liées aux conditions environnementales et à leurs conditions de vie. On constate aussi que des facteurs économiques et sociaux défavorables fragilisent les femmes. Le niveau de revenus et la qualité du logement constituent une dimension importante de la sensation de bien-être des individus, ce que nous savons. En cas de ressources insuffisantes ou de logements inadaptés aux besoins, surtout lorsqu'il y a des enfants à charge, le bien-être des individus se trouve entamé et leur santé mentale menacée par l'angoisse qu'engendre le sentiment d'insécurité matérielle. Or, les femmes sont concernées au premier chef par ces problématiques. En 2021, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 24% à celui des hommes dans le secteur privé. Et les différences de salaire s'expliquent surtout par la répartition genrée des professions. Les femmes n'occupent pas le même type d'emploi, ne travaillent pas dans les mêmes secteurs que les hommes et accèdent moins aux postes les plus rémunérateurs. La mise en place en 2019 de l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a certes permis des avancées, mais celles-ci demeurent insuffisantes. C'est pourquoi nous recommandons d'appliquer et de renforcer l'index Pénicaud en améliorant les indicateurs de l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu'en alourdissant et systématisant les pénalités financières. Il nous paraît également indispensable de revaloriser les filières professionnelles fortement féminisées, les secteurs du social, de la santé et de l'enseignement, en améliorant les rémunérations, les conditions de travail, les déroulements de carrière et la formation, et en encourageant la mixité au sein des professions les plus féminisées, en luttant contre les stéréotypes et en redonnant de l'attractivité à ces filières. On sait par ailleurs que dès qu'une profession se féminise, en fait, le niveau de salaire baisse et la profession se précarise de fait.
En outre, pour les femmes les plus démunies, il faut garantir leur accès aux soins en développant les équipes mobiles psychiatrie précarité et en renforçant leurs moyens afin d'assurer une meilleure prise en charge psychiatrique aux femmes en situation de grande précarité sociale et médicale dont les difficultés peuvent les empêcher d'accéder aux soins. Le soutien aux familles monoparentales à faibles ressources doit devenir également une priorité des politiques publiques, car beaucoup de femmes élevant seules leurs enfants se trouvent en situation de grande détresse psychique et matérielle du fait de la charge mentale particulièrement lourde lorsqu'elles subissent des difficultés financières auxquelles elles sont confrontées. Parmi les facteurs ayant un retentissement particulièrement ravageur sur la santé mentale des femmes, les violences intrafamiliales sont les plus préoccupantes. À la violence physique s'ajoute le phénomène d'emprise qui détruit psychiquement les victimes et rend longue et complexe la séparation avec leur agresseur. Le traumatisme psychique des victimes est rarement appréhendé dans toute son ampleur et le dépistage comme la prise en charge présentent des lacunes. Aussi, vos rapporteurs préconisent-elles de faire du dépistage des violences subies par les femmes un module spécifique et obligatoire de la formation initiale et continue de l'ensemble des professionnels de santé. Médecins généralistes, gynécologues, psychiatres, sages-femmes, infirmières, psychologues et bien d'autres encore, des travailleurs sociaux également, assistantes sociales, éducateurs et des personnels d'éducation, ainsi que de mettre l'accent sur le dépistage de celles-ci lors du suivi de la grossesse et à la suite de l'accouchement et en faisant un point clé des consultations prénatales et postnatales. En fait, c'est la société tout entière qui doit s'y mettre si on veut vraiment enrayer ce fléau. En outre, il nous apparaît indispensable de former l'ensemble des acteurs de la prise en charge des femmes victimes de violences, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les magistrates, les médecins généralistes, les psychiatres, etc., au psychotraumatisme, ses caractéristiques, ses mécanismes, son impact, son traitement, et d'étendre le dispositif des centres régionaux de psychotraumatisme qui assurent une prise en charge globale et pluridisciplinaire et d'assurer un maillage de l'ensemble du territoire, de même qu'une prise en charge à 100% des soins psychologiques pour les victimes de violences et les psychotraumatismes. Nous souscrivons naturellement aux conclusions du récent rapport d'Émilie Chandler et de Dominique Verrien relatif aux violences intrafamiliales et considérons qu'il faut améliorer le traitement policier et judiciaire de ces violences pour lutter plus efficacement contre ce fléau. De plus, il convient de compléter le dispositif en organisant des campagnes d'information et de sensibilisation régulières pour rappeler que le harcèlement sexiste et sexuel constitue un délit pénal et de mettre l'accent auprès des employeurs, tant publics que privés, sur leurs obligations légales en la matière, leur imposant de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner sous peine d'engager leur responsabilité. Enfin, il faut réformer l'éducation à la sexualité afin de provoquer une évolution des mentalités dès le plus jeune âge. Et j'ai bien entendu Monsieur le ministre de l'Éducation nous dire lors de son audition qu'il allait réintroduire les 3 séances d'éducation à la sexualité qui, on le sait toutes et tous, ne sont pas actuellement effectives. Cette question a déjà été développée, nous n'y reviendrons pas. Le dernier point d'attention que ce rapport nous a amené à explorer est celui des addictions au féminin qui contribuent également à dégrader la santé mentale des femmes et dont les caractéristiques ne sont pas identiques à celles des hommes. En effet, si les produits sont similaires, les usages, les conséquences et les circonstances diffèrent. S'agissant du tabac, chez les femmes de 18 à 75 ans, 23% fument quotidiennement en 2021 contre 20,7% en 2019. Cette hausse peut être liée à l'impact de la crise de la Covid-19 avec l'augmentation de la charge mentale et la dégradation des conditions de travail des femmes. La cigarette a alors été considérée comme un outil de gestion du stress. Quant à l'alcoolisme au féminin, c'est aujourd'hui une réalité que l'on ne peut plus occulter. Selon le dernier baromètre Santé publique France de novembre 2021, 14,7% des Françaises de 18 à 75 ans consomment trop d'alcool. Entendu lors d'une audition, le professeur Michel Lejoyeux précise que l'utilisation de l'alcool par rapport à la charge mentale est spécifiquement féminine.
l'alcool est considéré par les femmes comme une forme de médicament sans ordonnance, celles-ci y recherchant soit une consolation, soit une stimulation. S'agissant de la drogue, la dernière enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives révèle que les adolescents fument de plus en plus de cannabis et que cette évolution est plus forte chez les jeunes filles. Or, les femmes sont les grandes absentes des structures de soins en addictologie. Elles ne représentent que 25% du public des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, autrement appelés XAPA, et 20% des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risque pour usagers de drogue, les CARUD, implantés en France. Nous estimons donc indispensable de renforcer la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme au féminin en informant de manière claire et précise sur les dangers spécifiques pour la santé des femmes comme pour celle des fœtus. Il convient également d'élaborer des brochures d'information mises à disposition dans les établissements scolaires, dans les cabinets médicaux, les lieux d'accueil des femmes, ainsi que de faire des consultations chez le généraliste, un moment d'information sur les dangers du tabac et de l'alcool et de dépistage systématique de l'alcoolisme chez les femmes en s'appuyant sur une grille d'analyse. Enfin, il est indispensable de faire de l'orientation vers le sevrage tabagique et alcoolique un élément indissociable des consultations au cours de la grossesse et mettre à profit le séjour à la maternité pour sensibiliser les mères et leur proposer une prise en charge. La lutte contre la stigmatisation constitue un préalable incontournable pour une meilleure prise en charge de ces femmes. Aussi, nous préconisons de lutter contre le rejet et la stigmatisation dont sont victimes les femmes souffrant d'addiction et qui constituent ce rejet des barrières à l'accès aux soins en mettant l'accent sur la sensibilisation des professionnels de santé et des travailleurs sociaux, en informant largement le public sur la dimension de problèmes de santé publique et non de comportements déviants que représentent les addictions chez les femmes. Et enfin, en alertant sur les conséquences pour les enfants en cas de non prise en charge de ces femmes. Je redonne la parole à ma co-rapportrice. Merci. Donc les recommandations que nous formulons sur l'ensemble des dimensions médicales et sociales en lien avec la santé mentale des femmes ont été regroupées autour de 3 thématiques phares. Tout d'abord, la déconstruction des stéréotypes, la lutte contre les inégalités et la restauration de l'image de soi. Ensuite, la formation des professionnels et la sensibilisation du public. Et enfin, mettre l'accent sur la prévention, le dépistage et la prise en charge. Cette prise en compte globale passera nécessairement par un renforcement des moyens financiers et humains consacrés à la santé mentale des femmes en termes de prévention et de prise en charge. La proposition de loi de notre collègue Sandrine Josso sur l'accompagnement des couples lors des fausses couches en est une parfaite illustration. Mais il faut aller encore plus loin. Il s'agit là d'un véritable enjeu de santé publique majeur, tant pour les femmes et leurs enfants, ainsi que l'ensemble de la société. À cet égard, il convient en conclusion de souligner que pour améliorer la santé des femmes, il est indispensable d'associer les hommes, les garçons au processus, étant donné les répercussions importantes de la dégradation de celle-ci sur l'ensemble de la famille et l'influence des représentations genrées sur certains comportements. Nous tenons, Madame la Présidente, chers collègues, à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée en nous confiant cette mission qui s'est révélée véritablement passionnante. Merci aussi à Mesdames Le Nahenec, Madame Lebars et Madame Gérard pour leur accompagnement. Merci infiniment. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous. Et enfin, je pense qu'on peut aussi se permettre de remercier toutes les personnes auditionnées qui nous ont consacré beaucoup de temps. Et évidemment, chers collègues, vous qui avez participé aussi aux auditions et qui avez pu interroger avec nous nos experts. Donc voilà, nous vous remercions pour votre attention et nous nous tenons à votre disposition pour nos échanges. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, pour votre travail. Maintenant, je laisse la parole à nos orateurs et oratrices de groupe pour permettre de réagir et vous questionner. Pour le Rassemblement national, Monsieur Emmanuel Taché de la Pagerie. Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, chers collègues,
Je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter nos collègues Pascal Martin et Anne-Cécile Violent pour la richesse de ce rapport et la grande qualité des différentes auditions menées. Traiter ce sujet constitue une absolue nécessité, considérant que la santé mentale constitue le premier poste de dépenses de l'assurance maladie avec plus de 23,4 milliards d'euros directs et le fait que certains aspects de la santé des femmes répondent à des problématiques différentes des hommes et nécessitent ainsi des mesures adaptées. Comme très justement développé dans ce rapport, il conviendrait de revisiter en ce sens une partie du modèle social en se concentrant notamment sur les différentes étapes de la vie des femmes. Vous avez précisé l'adolescence, c'est primordial. Puis la maternité dans son entièreté, l'accompagnement postnatal ou parfois le drame du deuil périnatal représentent des sujets déterminants pour la santé psychique des femmes. Les propositions 7 à 12 du rapport vont dans le bon sens. J'espère qu'elles trouveront une issue législative ou réglementaire efficiente. Je salue également le rapport de mettre l'accent sur la santé mentale des femmes seniors, une question très souvent éludée dans les discussions et les politiques publiques, ou encore celui des addictions, dont les spécificités sur les femmes ont aussi été peu étudiées. Là encore, on voit la force, malheureusement, des préjugés. On parlait de charge sociale, de la charge mentale, pardon, et des charges sociales qu'on fait peser de façon systématique sur les épaules des femmes. Enfin, le fléau des 208 000 femmes victimes de violences trouve ici un écho sociétal particulier avec des conséquences psychiques profondes concernant la charge mentale. En ce sens, intensifier la prévention et le dépistage par les professionnels et étendre le maillage des centres de région de psychotraumatisme doit être étudié sérieusement pour ne laisser aucune victime sans solution. Vous l'aurez compris, le groupe Rassemblement National apporte son soutien à ce rapport. Je vous remercie, mesdames. Merci, chers collègues. Pour le groupe LFI, Madame Élise Le Boucher. C'est bon, ça marche. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, pareil, un gros merci, un grand bravo pour ce travail et ce rapport qui était passionnant à lire et à parcourir, qui reprend vraiment toutes les problématiques à tous les âges et à toutes les étapes de la vie, qui est vraiment très complet et qui était passionnant. Donc merci et bravo à vous. Quelques réflexions plus que des questions, à la lecture. Tout d'abord, je voudrais quand même rebondir sur la partie lutter contre les violences intrafamiliales et les violences conjugales et en profiter du coup d'être à la délégation droits des femmes pour dénoncer l'exclusion de ces 33 femmes à Toulouse de leur logement d'urgence sans alternative par un courrier du préfet. Donc on voit qu'il y a encore du chemin. Alors sur la santé mentale, on part de loin. On se rappelle qu'il y a quelques dizaines d'années, tous nos maux féminins étaient dus à notre utérus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemin à faire dans le monde médical pour traiter toute la santé, même féminine, plus largement. Ce qui ressort bien dans votre rapport, c'est les deux axes, les causes et puis la prise en charge après quand les troubles sont là. Et c'est vrai qu'au niveau des causes, j'ai relevé, moi ce qui m'importe, c'est de vraiment du coup de gagner des droits propres déconjugalisés, sortir du système patriarcal. Que ce soit aussi au niveau de la fiscalité, mais en effet la hausse des salaires, ce qui permet aussi une hausse des retraites, et sortir de la dépendance économique. Et notamment vous l'avez souligné, pour les métiers du soin et du lien, qui sont essentiellement féminins, et donc sous-valorisés, parce que je pense qu'il y a une espèce d'inconscient que ce sont des métiers avec des qualités féminines innées, donc du coup qui sont moins valorisés. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus de valorisation. Et après, en effet, tout un travail de prévention et de diagnostic. Donc là, on pâtit aussi de la situation critique de l'hôpital public et de la psychiatrie, où il y a un gros travail à faire pour remettre les professionnels et du coup les patientes, là, dans ce cas, dans une bonne prise en charge et de qualité. Donc j'alerte quand même sur la situation de la psychiatrie qui vit une situation très très difficile en ce moment, et comment, en termes de politique publique, on redonne les moyens à ces secteurs. Et je ne pense pas que la réforme de financement de la psychiatrie, de passer aussi par l'activité à l'acte, soit ce qui fonctionne. D'ailleurs, les professionnels du secteur alertent sur ce système, parce que la psychiatrie, c'est surtout du temps long et des moyens humains. Donc, pensez à un autre système.
Et une question, je voulais savoir si dans vos auditions, si vous aviez eu des échanges ou des données sur la différence entre les femmes aussi en ruralité. On sait aussi qu'il y a encore plus d'isolement et d'éloignement, donc je ne sais pas si vous aviez des données sur cette question. Et puis du coup, voilà, je vous remercie encore pour ce rapport. Et du coup, je nous appelle, collègues, du coup, dans nos prochains votes, que ce soit sur différents types de lois, garder ce rapport en tête et avoir des actes concrets dans les votes qu'on aura. Merci à vous. Merci, chers collègues. Pour les Républicains, la parole est à Virginie Duby-Muller. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi également d'abord de saluer la qualité du rapport d'information présenté par nos collègues Pascal Martin et Anne-Cécile Violent sur un sujet essentiel, mais encore trop négligé par notre société, la santé mentale et plus spécifiquement celle des femmes. Comme vous le soulignez très justement, alors que les pathologies mentales concernent 1 personne sur 5 et sont le premier poste de dépenses de l'assurance maladie, elles sont encore très stigmatisées. Dans nos sociétés hyper compétitives, les femmes subissent tout particulièrement les injonctions de performance. Elles doivent exceller dans leur carrière tout en menant une vie de famille épanouie, ce qui génère une charge mentale plus importante, liée entre autres à la répartition inégale des charges domestiques. Ces injonctions sont particulièrement prégnantes au moment de la grossesse. Or, cette période de la vie des femmes peut aussi être source de fragilité, de doute et d'angoisse. Vous proposez ainsi très justement de renforcer la prévention de la dépression postpartum et l'accompagnement du deuil périnatal. Aussi, mesdames les rapporteurs, quelles sont selon vous les mesures concrètes les plus urgentes à mettre en œuvre afin d'aider concrètement les femmes souffrant de dépression postpartum ? En ce qui concerne le deuil périnatal, pensez-vous que la loi du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausses couches, initiative de notre collègue Sandrine Josso, à laquelle vous avez d'ailleurs fait allusion, soit suffisante ? Enfin, sur les métiers du care, encore très majoritairement féminins, qui souffrent d'une forte crise de recrutement, comment les revaloriser davantage ? Merci. Merci, chers collègues. Pour les démocrates, la parole est à Sandrine Josso. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous féliciter et à vous remercier pour ce rapport, chère Anne-Cécile Violent et cher Pascal Martin, pour la qualité de votre travail, les détails et aussi pour avoir abordé ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, le bien-être des Français, bien évidemment, et plus spécifiquement la santé des femmes. Alors, votre rapport aborde de nombreux points et il contribuera, je l'espère, à emprunter la voie du changement. Je tiens tout d'abord à revenir sur la remise en question des stéréotypes, en particulier sur votre recommandation numéro 6, visant à encourager les filles à s'orienter vers des filières scientifiques et techniques. Cette recommandation que je soutiens permettrait d'augmenter le nombre de femmes dans ces professions et, espérons-le, d'atteindre une certaine parité. À cet égard, au cours des 5 dernières années, près de 1000 start-up ont été créées en France, dont seulement 29% par des femmes. Il est également important de noter qu'en 2021, seuls 24% des femmes siègent au comité exécutif parmi les plus grandes entreprises françaises. Donc, ma première question est donc la suivante. Étant donné l'intérêt manifesté par quelques grandes entreprises françaises pour sensibiliser les jeunes filles à ces métiers d'avenir, j'en témoigne mon échange avec le directeur d'Airbus à ce sujet. Comment vous envisagez la mise en place de ce plan de sensibilisation des jeunes filles et puis par exemple le contrôle de son application? Et mon deuxième point concerne ce que vous avez recommandé en recommandation numéro 11, qui vise à élaborer un canevas de consultation type permettant de diagnostiquer et d'évaluer les problématiques de dépression. Aujourd'hui en France, les femmes déclarent 2 fois plus fréquemment de l'anxiété que les hommes et sont en moyenne plus touchées par un risque de dépression. Et qu'est-ce qui a suscité vos propositions, notamment dans les recommandations numéro 11 ? Merci. Merci, chers collègues. Les orateurs ayant fini, peut-être une question, une remarque de la part de Marie-Noëlle Battistel ? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci
chers collègues rapporteurs, Madame Pascale Martin et Anne-Cécile Violent, pour votre rapport qui creuse de manière plus importante ce sujet de la santé des femmes, de manière générale. Et vous l'avez dit vous-même, il y a eu plusieurs rapports qui traitaient des femmes et de la santé, dont un où j'étais co-rapporteur sur l'invisibilité des femmes, la seniorité des femmes, où on avait mis en évidence l'invisibilité des femmes. D'ailleurs, on avait hésité à mettre ce titre-là avec ma collègue co-rapporteur à l'époque. Et je crois que concernant la santé mentale, c'est encore plus invisible et ça répond effectivement bien à cet enjeu qu'on avait soulevé. Donc c'est un sujet qui est assez peu exploré. Et vous avez réussi à déterminer à la fois les mots, mais aussi les causes, en tout cas à identifier un certain nombre de causes qui peuvent entraîner une dégradation de la santé mentale. C'est une... on l'a dit, je crois que ma collègue Duby-Miller l'a dit tout à l'heure, c'est une dépense très importante, la santé mentale des femmes, et pourtant on a l'impression qu'on ne s'y préoccupe pas autant qu'il le faudrait pour ne serait-ce que réduire le déficit de la sécurité sociale, mais aussi pour le bien-être et avant tout le bien-être des femmes et le bien vivre dans notre société. Donc traiter les mots, je l'ai dit, c'est bien, mais identifier les causes, elles sont nombreuses, vous les avez bien identifiées, et le parcours d'une femme est... moi, je ne trouve pas mon mot. Il y a plusieurs événements possibles dans la vie d'une femme et l'existence d'une femme, notamment la question de l'adolescence, mais aussi de la grossesse, mais aussi de la ménopause, qui sont des moments peut-être de fragilité plus importante qu'on n'a pas l'habitude forcément de prendre en compte. Les stéréotypes, l'orientation, ça a été dit, et les injustices professionnelles y contribuent de manière probable lorsque la personne est déjà en fragilité. Donc, vous avez évoqué, parce qu'une fois qu'on a identifié, il faut aussi traiter, donc il faut se donner les moyens. Vous avez identifié de nombreuses propositions. Et je rejoins mes collègues qui disent qu'au fil des véhicules législatifs, il y a probablement des occasions que l'on peut saisir dans des textes divers et variés pour porter collectivement des amendements dans le sens de vos propositions. Et si j'avais une question et une précision à vous demander, vous évoquez à un moment donné le dispositif, alors peut-être que je le prononce mal, Biogen ou Biogun espagnol, qui est le suivi des auteurs et qui produit une base de données d'informations relatives aux victimes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et comment on pourrait peut-être s'en inspirer pour avoir un suivi plus important qu'il ne l'est aujourd'hui des auteurs, puisque souvent, même dans le cadre des violences faites aux femmes, la critique que l'on peut faire, c'est que effectivement, on s'occupe de la femme, peut-être on la fait même déménager, mais en tout cas, l'auteur, lui, ne déménage pas régulièrement et on ne le suit pas forcément suffisamment. Donc peut-être que c'est une question importante et j'aurais voulu des précisions sur ce dispositif. Je vous remercie. Merci à vous. Madame Christine Engrand, du Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs et mes chers collègues. Dans ce rapport, vous rappelez combien il est important de mettre en place des campagnes de prévention et à quel point les moyens manquent globalement en matière de lutte contre les addictions. Pour autant, il m'apparaît qu'en creux de ces considérations, c'est d'abord la conception même de l'émancipation féminine qui doit être reconsidérée avec le cas d'école qui est le symbole de la cigarette. Le rapport souligne à ce titre que sa consommation a été fétichisée, comme le paragon de l'émancipation féminine à la fois par les publicitaires et les discours féministes, en réaction à l'image masculine qui était associée. Les conséquences ont donc été immédiates, d'après une étude de l'Institut Gustave Roussy, puisque 11% des femmes se déclaraient fumeuses en 1960, et en 2003, en 2003, elles étaient déjà 22%, avec toutes les conséquences que l'on reconnaît pour la... Je ne sais pas si je vais finir. Voilà, merci beaucoup, excusez-moi. Elles étaient donc 22% avec toutes les conséquences que l'on connaît pour la santé des femmes et de leur fœtus lorsqu'elles sont enceintes.
Aujourd'hui, l'on se réjouit, à raison, que davantage de femmes accèdent à des postes clés et y font leurs preuves. Tandis que l'on s'étonne que les addictions, qui n'étaient depuis des décennies qu'un problème essentiellement masculin, touchent de plus en plus de femmes. C'est que certains discours politiques, certaines politiques publiques ont amalgamé et amalgament encore l'égalité homme-femme à une identité d'action, encourageant un mimétisme féminin des pratiques masculines, y compris les plus néfastes. Ma question est donc simple. En plus des efforts à réaliser en matière de prise en charge et de prévention de la détresse psychologique, n'y a-t-il pas une réflexion à mener sur le sens même des discours déployés depuis plusieurs décennies et qu'on utilise encore maintenant? Merci. Merci à vous, chers collègues, pour vos contributions. Nous laissons nos deux co-rapporteurs peut-être répondre à ces propositions. Je vous laisse vous organiser. On le fait en... Merci beaucoup déjà pour avoir pris le temps de lire le rapport et pour vos encouragements. Alors, Emmanuel, je ne sais pas s'il y avait véritablement une question. En tout cas, merci pour le discours sur le rapport. Ce qui est certain, moi je retiens quand même ce que vous avez pu développer sur le modèle social, revisiter le modèle social et les différentes étapes. Je crois qu'effectivement, on a vraiment besoin de reconsidérer vraiment à travers les recommandations qui ont pu être mises en lumière, mais à travers ce modèle-là, de pouvoir déconstruire totalement les stéréotypes qu'on a mis à jour justement au fur et à mesure des années. Élise, sur les violences faites aux femmes et notamment, alors d'une manière plus générale, je pense femmes et ruralité. C'est d'une manière plus générale. Alors effectivement, on a eu des associations qui ont pu justement approcher cette question-là. Il est certain que d'une manière plus générale, les femmes vont avoir moins facilement accès aux dispositifs de soins. Alors de soins en matière générale, mais évidemment en matière de santé mentale. Il y a d'une part la question des problématiques de déserts médicaux, ça c'est une des premières réponses. Mais il y a aussi en ruralité ce qui apparaît, quelque chose qui est vraiment plus fort encore, c'est que même s'il existe potentiellement des dispositifs, on va avoir des difficultés de mobilité pour pouvoir s'y rendre, et puis aussi des problématiques d'anonymisation. Parce que justement, en ruralité, on a tendance à se connaître davantage. Et c'est vrai qu'il y a aussi tout un tabou, alors qui tend à changer, mais tout un tabou aussi sur pouvoir oser aller demander de l'aide. Virginie, alors les mesures les plus urgentes, évidemment qu'il y a des choses véritablement à faire. La PPL de Sandrine Josso est effectivement une première réponse. Est-ce qu'elle est suffisante? Non. Elle a le mérite d'exister et c'est vraiment assez extraordinaire qu'on ait pu être tous ensemble d'une manière transpartisane pour l'approuver. C'est déjà une première réponse. En tout cas, ça montre à quel point on reconnaît la question du deuil périnatal, on va dire au sens large, à travers la question des fausses couches, et que c'est quand même quelque chose de tout à fait novateur, parce que même si au sein des hôpitaux et au sein de la dimension médicale, c'est connu, aujourd'hui, il y a une véritable reconnaissance institutionnelle quand on arrive à passer une PPL comme ça. C'est pas suffisant parce que on a besoin d'avoir des dispositifs qui puissent être le plus ouverts possible, et on parle notamment à un moment donné des accès justement aux soins en général et aux psychologues aussi, puisque tout ne nécessite pas forcément une médication. Le dispositif Mon Psy a le mérite extraordinaire d'exister, d'avoir proposé pour la première fois un remboursement des soins, et ça c'est extraordinaire. On se rend compte qu'il faut aussi pouvoir l'ouvrir davantage. On a développé quelques éléments sur la réticence des psychologues à pouvoir adhérer à ce dispositif. Et puis certainement aussi pouvoir davantage doter, on l'a dit, les centres médico-psychologiques pour que vraiment il puisse y avoir un accès beaucoup plus direct. Et du coup, je fais un lien avec, je ne sais plus qui est-ce qui avait commencé sur le coût, je crois que c'est Marie-Noël. Évidemment que si on prend en charge la santé mentale des femmes, mais on l'a vu, qui dit prendre en charge la santé mentale des femmes, c'est prendre en charge aussi la santé mentale de leurs enfants et de l'écosystème familial.
derrière, on peut avoir un raisonnement purement économique, c'est-à-dire qu'on aura un gain en termes de bien-être, ça c'est le premier, mais aussi sur le plan purement économique, puisqu'on aura une baisse des traitements de manière extrêmement significative. Et puis, il faut compter aussi tout le coût qui est lié aux arrêts et à toutes les difficultés psychosociales que ça peut entraîner. Donc, le calcul, il est assez vite fait de ce point de vue-là. Valoriser davantage les professions du care, ça veut dire évidemment pouvoir avoir un regard très attentif sur la rémunération. Et puis, d'une manière générale, de pouvoir aussi ne pas hiérarchiser ces métiers du care. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une forme de hiérarchisation dans ces métiers-là, alors qu'on le sait, dans la chaîne du soin, dans le parcours de soins, chaque profession a du sens, chaque profession est indispensable. Et je pense que ça mérite aussi, sans doute, à travers, on parle beaucoup de sensibilisation et de formation pendant ce rapport, mais ça veut dire qu'on se doit aussi de pouvoir promulguer une culture aussi, une culture de ces métiers qui sont véritablement indispensables et qui sont évidemment à valoriser. Sandrine, merci pour la voie du changement expliquée. C'était surtout une question autour de l'orientation vers les métiers techniques et professionnels, professions, on va dire, plus scientifiques, ou en tout cas sur des postes de cadre plus valorisés. Donc effectivement, on voit qu'il y a déjà une moindre orientation de ces jeunes filles vers ces professions-là. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu développer. Ça, c'est le premier aspect. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille absolument sur les modalités d'orientation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la manière dont on forme nos psychologues, je crois qu'ils s'appellent les psychologues orientateurs dans les lycées notamment, je pense qu'il faut vraiment revoir la formation de manière générale. On l'a vu aussi lors de la présentation d'un rapport sur Parcoursup, à quel point la formation de ces professionnels n'était peut-être plus adaptée aujourd'hui aux besoins de la société et aux besoins plus spécifiques justement de pouvoir aider nos jeunes filles à aller vers des métiers qui seraient potentiellement plus masculins. Et puis ensuite, il y a un autre aspect, c'est on se rend compte aussi qu'il y a des femmes, jeunes femmes, qui font des choix de carrière médicale ou en tout cas des postes à responsabilité et qui vont abandonner très vite, justement par rapport à toute la charge mentale qu'on a pu développer. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on puisse accompagner, on a pu le développer aussi dans le rapport, accompagner justement ces femmes qui au quotidien vont faire le choix de sacrifier leur carrière professionnelle pour pouvoir assumer l'environnement familial. Consultation type, c'était qu'est-ce qui précède cette proposition-là. En fait, c'est justement sans doute permettre à nos professionnels de santé qui sont en contact des femmes de pouvoir avoir un outil vraiment réflexe et se dire, quand j'ai une femme en face de moi, je dois absolument penser à la question de la dépression, puisqu'on voit, les chiffres sont quand même énormes. La dépression, l'addiction, les violences, qu'on peut décliner évidemment en fonction des âges à laquelle on reçoit cette femme en l'occurrence, mais en tout cas ça doit être des réflexes parce que c'est aujourd'hui largement sous-évalué, sous-diagnostiqué, et que si on n'arrive pas à avoir des réflexes types, on n'arrivera pas à avoir justement davantage de prise de conscience, de diagnostic et surtout de prise en charge, parce que c'est bien là l'objectif. Alors, sur Christine, je pense que c'est surtout sur les stéréotypes, la déconstruction des stéréotypes. Donc c'est vrai que ça, on en parle tout au long du rapport. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de pouvoir, et on le dit, de pouvoir agir dès le plus jeune âge. Parce qu'on se rend bien compte que déjà, dans les cours de maternelle, c'est très intéressant d'aller étudier, d'observer les jeux. Si on agit depuis le plus jeune âge, mais tant dans la sphère scolaire que dans les garderies d'enfants, que dans le discours familial aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on s'en empare et qu'on ait une vraie campagne de sensibilisation et d'information sur ces sujets.
Donc j'adhère à tout ce que vient de dire Anne-Cécile. Je vais peut-être compléter par d'autres choses que je voulais souligner. Alors je peut-être pas le reprendre dans l'ordre des oratrices, mais notamment sur le dispositif Viogen, répondre à la question. Je connaissais pas dans le détail et Madame Lebars m'a glissé une petite note pour m'expliquer qu'en fait, il ne s'agit pas d'une base de données pour les auteurs, mais d'une base de données pour les victimes, où chacun des intervenants, police, gendarmerie, magistrature, travailleurs sociaux, et peut-être médecins, je ne sais pas. En tout cas, l'intérêt, je trouve, de ce dispositif, que peut-être on pourrait aller consulter de manière plus détaillée. Voilà, toutes les personnes qui sont autour de la femme mettent ensemble sur une base de données tout ce qu'elles ont comme information concernant la victime pour que la victime n'ait pas à redire et à répéter aussi tout ce qu'elle a déjà pu dire. Donc je vois que dans cette base de données Viogen, on ne parle pas trop des auteurs. Par contre, j'approuve, Marie-Noël, ce qui était induit dans cette question, c'est qu'effectivement, on s'occupe... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on s'occupe beaucoup des femmes, puisque ma collègue Élise Leboucher vient de le souligner. À Toulouse, malheureusement, on a mis 33 femmes à la rue alors qu'elles étaient victimes de violences conjugales. Mais en tout cas, on s'occupe moins des auteurs et qu'on le voit bien, notamment dans les affaires de féminicide. Parfois, les auteurs sont des récidivistes. Et il y a déjà eu des condamnations. Alors, pas toujours, hein, mais il me paraît intéressant de s'occuper des auteurs et de mieux les suivre dans leur évolution pour que cette évolution n'aille pas justement jusqu'à des violences graves, voire au meurtre. Donc le dispositif est intéressant et c'est pour ça qu'on l'a mentionné dans le rapport. Après, moi, je voulais vous remercier de toutes vos félicitations, puisque on a là des échos très positifs du travail qui a pu être fourni. Et je le redis après Anne-Cécile, merci vraiment beaucoup à Madame Lebars, notamment, qui nous a accompagnés. Personnellement, c'est mon premier rapport et j'ai découvert comment se passait l'écriture d'un rapport. Et on voit bien que c'est de multiples acteurs, ce ne sont pas que les deux co-rapporteurs, c'est plein de personnes qui travaillent et nos propres collaborateurs aussi qui travaillent sur la question. Donc c'est un exercice très intéressant et par ailleurs, avant d'être nommée sur ce rapport, il se trouve que dans mon groupe, j'ai eu l'occasion de travailler sur un rapport interne à mon groupe qui s'appelle Allo Ségur et j'y avais récolté un certain nombre de témoignages et de professionnels et de femmes en situation d'accompagnement. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, je pense que on a aussi, et on parlait de ruralité, on a aussi à réintroduire de l'accompagnement de proximité dans tous les domaines. Alors, justement, je viens de citer la gendarmerie, par exemple. On sait que c'est un des premiers acteurs que les femmes peuvent aller voir. Alors là, je suis sur la question des violences, mais en tout cas, je pense que la proximité avec les personnes, et on sait qu'en ruralité, ça peut être difficile puisque les services publics sont de moins en moins présents, mais il me semble que nous, à la délégation droits des femmes, on doit avoir ça en tête, qu'une femme, quel que soit l'endroit du territoire français où elle se trouve, puisse avoir accès à un accompagnement, qu'il soit judiciaire, policier ou médical. Enfin, moi, ça me paraît assez indispensable. Après, je voulais aussi dire, mais tu viens de le dire, Anne-Cécile, l'école et aussi, on parle dans notre rapport tout de suite de l'adolescence, puis des autres âges de la vie pour les femmes, mais l'école est même le moment où la petite fille est dans le ventre de sa mère, ou le petit garçon d'ailleurs. Les stéréotypes sont déjà là, en fait. Hein. On attend une petite fille ou on attend un petit garçon. Et la déconstruction des stéréotypes, c'est déjà à ce moment-là qu'il faudrait la questionner, notamment auprès des futurs parents. Et puis après, on voit bien l'école, hein, les cours de récréation. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, où les petites filles prennent moins de place que les garçons. Et c'est encore une réalité, même si l'éducation nationale s'applique quand il y a des restructurations d'écoles à essayer de faire des cours d'école non genrés.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Il me semble que, notamment Virginie, vous parliez des mesures concrètes les plus urgentes autour de la maternité, en fait. Et moi, je suis assez... j'ai eu l'occasion d'échanger avec une sage-femme addictologue en Dordogne, et elle me faisait part du fait qu'aujourd'hui, le séjour en maternité est vraiment très court, en fait. Et donc, elles n'ont pas le temps... alors, la sage-femme addictologue en question, elle va d'établissement en établissement. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir ce suivi. Mais même les sages-femmes qui sont affectées dans les services de maternité, elles ont à peine le temps de cet accompagnement. Alors, je ne dis pas qu'il faut, comme par le passé, rester une semaine ou 10 jours à la maternité, mais peut-être que 3 jours, c'est peu. Alors, la solution n'est peut-être pas l'hospitalisation, ça peut être aussi un autre accompagnement avant, c'est ce que font les sages-femmes d'ailleurs la plupart du temps, et puis après, et en fait pour avoir eu dans mon entourage proche des jeunes femmes qui viennent d'accoucher, je trouve qu'elles sont un peu laissées seules effectivement, et qu'il faudrait réintroduire cet accompagnement même s'il ne passe pas forcément par l'hospitalisation, parce que ça peut être un moment de grande souffrance aussi pour les femmes, hein, puisque maintenant, on le sait, il y a cette dépression postpartum, elle existe, c'est une réalité, mais on sait quoi faire à condition qu'il y ait du monde pour accompagner par ailleurs les femmes. Voilà, sur l'orientation, évidemment, par rapport à ce que disait Sandrine, là aussi, on l'appelle de nos voeux, ce changement d'orientation pour les filles, mais on voit que ce n'est pas encore le cas. Elles ne s'orientent pas vers les filières techniques ou scientifiques, en tout cas pas assez. Donc, il faut vraiment faire un travail au niveau de l'éducation nationale, c'est évident. Après, est-ce que ça participe ou pas à la santé mentale ? Peut-être que oui, peut-être que quand on s'épanouit dans un métier qu'on a choisi, ça peut être un facteur important du bien-être. Voilà à peu près, je ne vais pas redire ce qu'Anne-Cécile a déjà dit. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce travail, même s'il faut pas mal jongler avec l'agenda. Et encore une fois, je remercie Madame Lebars et toute l'équipe de la délégation et vous pour nous avoir confié ce rapport. Merci. Je peux juste redire très bref. Non, je voulais juste revenir sur la question parce que je l'ai. Oui. Alors effectivement, Viogène, il est sur une base de données en fait que chacun va alimenter, chacun des acteurs. Donc ça me permet juste de faire un petit point sur indispensable qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire qui puisse prendre en charge ces femmes-là. Et c'est notamment l'enjeu du plan égalité de la ministre, hein, quand elle dit une maison des femmes par département. Alors maison des femmes ou autres structures comme Women Safe and Children par exemple. Mais en tout cas, c'est des équipes qui sont basées sur de la pluridisciplinarité. Ça, c'est une chose. Et après, évidemment, le suivi des auteurs, c'est indispensable parce qu'on connaît très bien la question des récidives. Et justement, ce dispositif permet d'évaluer le risque de récidive, et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir une chute manifeste vraiment des récidives. Donc ça veut dire pouvoir s'appuyer surtout sur des modèles existants qui sont autres et prendre en compte vraiment, évidemment qu'on prend soin des femmes, et fort heureusement, mais on n'arrivera pas à avancer si on ne prend pas soin aussi des auteurs. Et je termine simplement en disant, moi aussi, le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous toutes. Et je vois que j'ai mes collaboratrices Marie et Floriane. Donc merci à vous aussi pour l'accompagnement pendant ce rapport. Merci à vous. Peut-être pour ma part, j'aimerais juste rappeler finalement la transversalité de nos travaux et puis quelquefois d'autres organismes travaillent. Vous indiquiez la place des femmes dans les filières techniques. Je rappelle le rapport qui est en cours de travail au Conseil à l'égalité sur la question du numérique. Et donc, il traite à la fois la partie du contenu et des filières. Nous avons rendez-vous mi-octobre pour ce rapport. Et puis, rappeler également le démarrage de notre mission Femmes et Sport, pour lequel peut-être, sur les questions de santé mentale, vous auriez des choses à nous indiquer, à contribuer. Donc, vous êtes les bienvenus dans ce travail-là.
Et une fois qu'on a fini tout ça, mesdames, pour nous féliciter de ce travail, je rappelle que nous avons à adopter en tout cas le voter. Donc je vous remercie pour votre travail et je vais donc mettre aux voix le projet de rapport de nos co-rapporteurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Il sera donc publié sur le site internet de notre délégation et il aura la mention de son adoption. Voilà. Mes félicitations, chers collègues. Merci, Présidente. Il nous reste à vous donner rendez-vous donc mercredi prochain, le 19 à 17h en salle Lamartine. Je vous remercie. Au revoir.